En 1995, New Line Cinema devait caster Johnny Cage pour Mortal Kombat. Il voulait Jean-Claude Van Damme. Il a dit non. Il voulait Brandon Lee. Il était déjà mort pendant le tournage de The Crow. Alors, ils se sont tournés vers un kickboxer britannique au palmarès de 22 victoires et 2 défaites, 21 victoires par KO, qui venait d'affronter Jackie Chan et déchirer le marché du direct-to-vidéo avec certaines des séquences d'action les plus brutales de la décennie. Son nom, Gary Daniels. Et il était parfait pour le rôle. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Cette décision n'est qu'une des raisons pour lesquelles vous n'avez probablement jamais entendu parler de l'action star la plus légitime que Hollywood ait jamais ignorée. Et ce qui lui est arrivé révèle quelque chose de sombre sur le vrai fonctionnement de l'industrie. Voici ce qu'il faut comprendre sur le cinéma d'action des années 90. Quand Jean-Claude Van Damme a percé avec Bloodsport en 1988, il n'était pas un champion de combat. Son palmarès gonflé a été plus tard révélé comme partiellement fabriqué. Quand Steven Seagal a explosé avec Above the Law, il était instructeur d'arts martiaux sans jamais avoir combattu professionnellement. Hollywood s'en fichait. Ils avaient le look, le marketing et surtout, ils étaient au bon endroit au bon moment. Van Damme a signé des contrats multifilms avec Universal et Columbia. Seagal est devenu le Golden Boy d'action de Warner Bros. Pendant ce temps, un artiste martial britannique avec plus de légitimité que les deux réunis tournait des films aux Philippines pour des boîtes qui lui demandaient de faire du contenu softcore juste pour rester employé. Son nom, Gary Daniels. Entre 1990 et 2000, il a tourné plus de 50 films d'action que la plupart d'entre vous n'ont jamais vus. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que Hollywood avait déjà décidé qui seraient les stars d'action et qu'ils n'étaient pas sur la liste. Établissons une chose tout de suite, Gary Daniels n'était pas un acteur qui faisait semblant d'être un combattant. À 8 ans, en 1971, il a vu la bande-annonce de Enter the Dragon à la télévision britannique et immédiatement supplié son père de l'emmener dans un club d'arts martiaux. À 17 ans, il avait sa ceinture noire de taekwondo. À 18 ans, il combattait professionnellement. Et voici où ça devient intéressant. Gary a été disqualifié de 3 tournois britanniques pour la même raison, mettre ses adversaires KO. Les règles n'aimaient pas son intensité. Alors, à 20 ans, avec quelques centaines de livres en poche, il est parti à Tampa, en Floride, pour tenter le circuit américain. En une décennie, il a compilé un palmarès qui ferait passer la plupart des stars d'action pour des imposteurs. Aux États-Unis, 22 victoires, 21 par KO, seulement 2 défaites. En Angleterre, 13 victoires, toutes par KO, 3 défaites, toutes par disqualification pour être trop agressif. En novembre 1990, il a remporté 2 championnats du monde en un mois. En tant que pro, il s'est retiré invaincu à 40-0. Il a fait un match d'exhibition contre Don the Dragon Wilson, 11 fois champion du monde. Et Wilson a dit plus tard, « Gary était le mec le plus dur que j'ai jamais rencontré. » Quand Gary Daniels envoyait un coup de pied à l'écran, ce n'était pas de la magie de cinéma, c'était du vrai. Et pourtant, ça n'a pas suffi. En 1986, désespéré de trouver du travail d'acteur, Gary s'envole aux Philippines et signe avec Solar Films. Après 2 films, il lui demande de faire du contenu adulte. Il part. Imaginez, il abandonne un contrat pour 6 films parce qu'il avait des principes. Il revient en Californie en 1988, s'entraîne au légendaire Jet Center de Benice Jet Urquidez et décroche son premier crédit américain comme figurant dans Miami Vice en jouant un stripteaseur masculin. En 1990, un agent qui s'appelle Healy Elkins lui fait signer un contrat pour 4 films avec Cinema City à Hong Kong. Gary pense qu'il a enfin percé. Cinema City fait faillite immédiatement après la signature. C'est le schéma qui va définir sa carrière. Des quasi-miracles, du mauvais timing et une industrie qui récompense tout sauf la vraie capacité de combat. Mais ensuite, Bloodsport change la donne. Soudain, les studios veulent de vrais artistes martiaux. PM Entertainment, les rois du direct-to-vidéo, lui propose un contrat pour 3 films. Il accepte. Et pendant la décennie qui suit, il devient le visage d'un monde que la plupart des spectateurs n'ont jamais vu. PM Entertainment, fondé par Richard Pepin et Joseph Murray, produit plus de 100 films d'action dans les années 90 qui remplissent les rayons blockbusters. Leurs films avaient 3 garanties, explosion, poursuite de voitures et arts martiaux. Malgré des budgets qui étaient des fractions de ceux d'Hollywood, PM livrait des séquences d'action qui ridiculisaient les films de studio. Gary Daniels devient son leading man, tête d'affiche de Deadly Target, White Tiger, Blood Moon. Mais le sommet arrive avec la trilogie des R,
Rage 1995, Riot 1996 et Recoil 1998. Regardez Rage parce qu'il est important de comprendre ce que Hollywood a ignoré. Le film commence avec Gary comme professeur d'école primaire kidnappé par des scientifiques militaires renégats et injecté d'un sérum de super soldat. La séquence d'escapade inclut des poursuites de 12 minutes avec des semi-remorques qui font des tonneaux dans des explosions, un bus scolaire qui percute un camion de face, des voitures de police qui volent à travers des boules de feu. Il y a une scène où Gary se suspend d'un gratte-ciel tandis qu'un hélicoptère lui tire dessus, tombe sur une plateforme de laveur de vitres et s'écrase à travers un toit en verre. Tout en cascade réelle, pas de CGI, vraie voiture, vraies explosions, vrai danger. Le coordinateur d'action, Spyro Razatos, qui travaillera plus tard sur la saga Fast and Furious, a chorégraphié des séquences que les blockbusters modernes envieraient. Gary Daniels livrait de la qualité blockbuster sur des budgets direct to vidéo. Et les critiques qui regardaient vraiment ces films le savaient. Mais les critiques qui regardaient vraiment ces films étaient rares. En 1993, quelque chose arrive qui aurait dû tout changer. Gary est casté dans City Hunter de Jackie Chan, une grosse production hongkongaise basée sur le manga populaire. Pour Gary, qui écrivait des lettres de fans à Golden Harvest enfant en disant qu'il rêvait de travailler avec Jackie, c'est une validation. Le tournage est dingue. Pas de script fixe, les studios hongkongais gardent tout secret pour éviter les copies. Sa scène d'ouverture exige des écarts en slow motion tournés tellement de fois qu'il ne peut plus marcher pendant 2 jours. Mais la scène hommage à Street Fighter 2, où Gary et Jackie se transforment en personnages de jeux vidéo, devient iconique. Gary tient la route face à l'une des plus grandes stars d'arts martiaux du monde, livrant une chorégraphie technique qui prouve qu'il appartient à ce niveau. Le film est un hit international. La performance de Gary est remarquée. Et pourtant, ça ne se traduit toujours pas en opportunité hollywoodienne. Parce qu'en 1993, Hollywood avait déjà choisi ses stars d'action. Rentrer dans ce club demandait plus que du talent ou de la détermination. Ça demandait de la chance, et Gary n'en avait pas. Voici où commence vraiment la tragédie. Gary pitchait un projet de rêve appelé Union Jack, un héros d'action britannique style James Bond, ex-sergent de l'armée devenu garde de corps. Il signe un contrat pour 3 films avec Overseas Film Group pour le faire. Le projet stagne, mais Overseas est contacté par la société japonaise Toei pour faire un Fist of the North Star live action. Gary est déjà fan de l'anime et il lui offre le rôle principal, Kenshiro, le guerrier post-apocalyptique qui fait exploser les têtes en frappant des points de pression. C'est son moment. Une production à 7 millions de dollars avec un soutien international et pendant un bref instant envisagée pour une sortie cinéma. Gary sait que si Fist of the North Star sort en salle, ça peut changer toute sa carrière. Le réalisateur, Tony Randall, vient de l'horreur et admet n'avoir jamais fait de film d'arts martiaux. Il promet de s'appuyer sur Gary pour la chorégraphie des combats. Puis le tournage commence et Randall revient sur sa parole. Le film final sort direct to vidéo. Il marche bien en Asie et développe un culte, mais il ne propulse pas Gary dans le mainstream. Le rôle comptait tellement pour lui qu'il a nommé son 3e fils Kenshiro. Mais aux yeux d'Hollywood, il reste un mec direct to vidéo. Rien de plus. Et maintenant, la partie qui devrait vous mettre en colère. En 1995, New Line Cinema cast Mortal Kombat. Johnny Cage, le combattant américain arrogant et star de cinéma, avait besoin de quelqu'un qui sache vraiment se battre et qui ait du charisme. Premier choix, Jean-Claude Van Damme. Il refuse pour faire Street Fighter. Deuxième choix, Brandon Lee, mort pendant The Crow. Alors il regarde Tom Cruise, Johnny Depp et Gary Daniels. Pensez-y. Un vrai champion du monde de kickboxing, avec la physique parfaite pour le rôle, jouant un artiste martial qui est aussi une star de cinéma. C'était du méta-casting parfait. Ils ont donné le rôle à Linden Ashby. Mortal Kombat rapporte 122 millions dans le monde et devient un phénomène culturel. La performance d'Ashby n'explose pas grâce à ça, mais il gagne l'exposition, le cachet et l'association à une franchise à succès. Gary, lui, n'obtient rien. Puis, il y a eu Highlander la série. Gary était en pole position pour Duncan MacLeod, le guerrier écossais immortel. Encore une fois, il collait parfaitement. Compétences martiales, origines européennes, capacité à gérer l'épée et le drame. Le rôle est allé à Adrian Paul. La série dure 6 saisons et fait de Paul un nom reconnaissable. 2 rôles qui auraient pu définir une carrière, tous les 2 parfaits pour lui, donnés à d'autres. Ce n'était pas une question de talent. C'était autre chose. Début des années 2000, le marché direct-to-vidéo meurt. Les ventes en vidéo tombent, la distribution étrangère change et soudain, les rôles principaux de Gary disparaissent. Il commence à prendre des rôles secondaires de méchants dans des films portés par des anciennes stars hollywoodiennes dont la carrière décline aussi.
Rétrograde avec Dolph Lundgren en 2004, Submerged avec Steven Seagal en 2005. Et Submerged, c'est là qu'il faut faire attention parce que cette histoire révèle comment l'industrie le traitait vraiment. Gary avait été engagé pour un rôle majeur. Le coordinateur d'action Steve Griffin avait chorégraphié une longue scène de combat complexe avec différentes techniques et armes. Gary était excité. Puis, Steven Seagal a réduit son rôle à presque rien. Seagal a supprimé personnellement la scène chorégraphiée et l'a remplacée par une petite bagarre oubliable qu'il a chorégraphiée lui-même. Gary avait pris l'avion jusqu'en Bulgarie, s'était préparé intensément et s'était retrouvé avec un rôle si petit que ça ressemblait à une blague. Il dira plus tard « Ça aurait pu être joué par un cascadeur bulgare local plutôt que de dépenser de l'argent pour me faire venir. C'est le plus proche qu'il ait jamais été d'une critique publique et ça en dit long sur le manque de respect qu'il ressentait. » Steven Seagal, un homme sans aucune légitimité professionnelle en combat, avait le pouvoir d'humilier un vrai champion, et le système l'a laissé faire. C'est Hollywood. En 2009, quelque chose d'inattendu arrive. Chad Stahelski, coordinateur cascade qui réalisera plus tard John Wick, et Mike Norris, fils de Chuck Norris, obtiennent à Gary des rôles dans Tekken et The Expendables. Soudain, à 47 ans, Gary travaille sur un film de Sylvester Stallone à côté de Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren et Randy Couture. Il joue Lawrence de Britt Sparks et a une mort mémorable, le cou brisé. Ces 5 semaines sur un plateau avec des gens qui l'admiraient depuis toujours et d'après tous les témoignages, c'était incroyable. Rencontrer Stallone, traîner avec des coordinateurs cascades qui étaient ses amis, enfin obtenir cette exposition cinéma mainstream qu'il méritait depuis 2 décennies. The Expendables rapporte 274 millions dans le monde. La performance de Gary est solide. Les fans adorent le voir. Et ensuite, rien. Pas d'offre de franchise, pas de suite majeure. Il reprend Brian Fury dans le préquel Tekken de 2014, mais c'est un petit rôle, quelques jours en Thaïlande. Hollywood lui a donné un avant-goût, a prouvé qu'il pouvait tenir le haut niveau, puis est retourné l'ignorer. Parce que dans l'industrie, parfois même la preuve ne suffit pas. Alors pourquoi ? Pourquoi Jean-Claude Van Damme est-il devenu un nom familier alors que Gary Daniels est resté invisible ? Ce n'était pas le talent, les compétences techniques de Gary étaient supérieures. Ce n'était pas l'éthique de travail. Gary s'entraînait 6 jours sur 7 toute sa carrière, sans jamais couper les coins. Ce n'était pas le charisme. Regardez ses films, il avait une vraie présence à l'écran. Voici la vérité. Gary Daniels était un artiste martial britannique à une époque où Hollywood voulait des héros d'action américains. Son accent était charmant, mais pas marketable comme l'accent belge iconique de Van Damme ou l'accent autrichien devenu mème de Schwarzenegger. Il était blanc, donc il ne rentrait pas dans le moule du cinéma hongkongais qui a élevé Jackie Chan et Jet Li. Il était européen, donc il manquait d'attrait local pour le public américain. Il existait dans une zone grise étrange que personne ne savait comment vendre. Et quand l'industrie a changé, quand les MMA sont devenus mainstream et que le style réaliste de Gary aurait dû être un atout, le CGI et les câbles avaient transformé le cinéma d'action en autre chose. Gary l'a dit lui-même. Aujourd'hui, tout le monde fait de la gymnastique avec ses arts martiaux. Je ne serai jamais l'un de ces gars qui font 2 flips en l'air avant de donner un coup de pied. L'industrie est passée au spectacle plutôt qu'à l'authenticité, et la plus grande force de Gary est devenue un handicap. Soyons très clairs sur ce qu'Hollywood a ignoré. Ils ont ignoré un combattant au palmarès de 22-2 qui avait remporté des championnats du monde. Ils ont ignoré quelqu'un qui aurait pu apporter un vrai combat à n'importe quelle franchise. Ils ont ignoré du charisme, une éthique de travail et une détermination qui n'ont jamais fléchi pendant 3 décennies. Regardez Rage aujourd'hui et vous verrez des séquences d'action qui ridiculisent des blockbusters modernes malgré un budget probablement inférieur au catering d'un film Marvel. Regardez son combat avec Jackie Chan et vous verrez une maîtrise technique que les câbles et le CGI ne peuvent pas reproduire. Ses pairs savaient ce qu'il valait. Don Wilson l'appelait le mec le plus dur que j'ai jamais rencontré. Jackie Chan lui a fait confiance dans City Hunter. Chad Stahelski et Mike Norris se sont battus pour lui obtenir des rôles plus importants. Ceux qui comprenaient vraiment la fabrication de films d'action reconnaissaient sa valeur. Mais les cadres d'Hollywood, ceux qui prennent les décisions de casting, continuaient de choisir des paris plus sûrs. Et voici le plus dur. Ces paris plus sûrs n'étaient même pas si sûrs. La moitié des stars d'action des années 90 ont fini par s'effondrer, ont fait des films catastrophiques ou ont été démasqués comme des imposteurs. Gary, lui, a continué à travailler, à s'entraîner, à se présenter. Plus de 50 films, 3 décennies. Jamais un scandale, jamais une crise publique, jamais un moment où il a fait honte à lui-même ou au genre.
Il était réaliste, professionnel, talentueux. Et ça n'a pas compté. Gary Daniels a aujourd'hui 61 ans. Il s'entraîne religieusement, travaille quand les opportunités se présentent et il s'est tourné vers une perspective plus spirituelle sur la vie. Dit-il, « Pour moi, il n'y a ni passé ni futur, il n'y a que l'instant présent. » Il n'est jamais devenu un nom familier, il n'a jamais eu sa franchise, il n'a jamais reçu la reconnaissance que son talent méritait. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Gary Daniels n'a pas échoué. Hollywood l'a laissé tomber. L'industrie avait un vrai champion, un acteur compétent, un professionnel dédié qui aurait pu porter n'importe quelle franchise d'action qu'on aurait construite autour de lui. Ils ont refusé à répétition. Ils ont donné ces opportunités à des gens avec moins de talent, moins de détermination et dans certains cas, des credentials fabriqués. Et quand vous regardez Mortal Kombat avec Lyndon Ashby en Johnny Cage, Highlander avec Adrian Paul ou n'importe lequel des innombrables films d'action des années 90 qui sont allés à d'autres, vous regardez un univers parallèle où Gary Daniels a eu sa chance et est devenu la star qu'il aurait dû être. Son histoire n'est pas une tragédie. Il a construit une carrière, fait son art, gagné le respect de ceux qui comptent. Mais c'est un rappel que Hollywood n'a jamais récompensé le talent de façon juste, qu'être le meilleur dans ce que vous faites ne garantit pas le succès, et que parfois, la personne la plus légitime dans la pièce est celle dont personne ne se souvient. Gary Daniels était assez bon, il était bien meilleur qu'assez bon. Hollywood n'a simplement pas été assez intelligent pour le voir.